Bon Damien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah écoute, on va faire notre présentation. On va où? Bah pareil qu'on va là. Faculté de médecine, aux amphis. Voilà. Qu'est-ce qu'on va présenter? Planification un peu particulière, planification d'une plongée souterraine. Une plongée qu'on a fait en 2021. Donc, Alors c'est notre modèle à nous, hein, parce que voilà, c'est notre vision des choses, c'est pas forcément la seule et l'unique, de toute façon pas. Hein. Non, on est clairement voilà. pas. Donc on va présenter notre manière de voir les choses. Voilà, sur la plongée de 2021 quoi. Et bien c'est parti. Allez hop. À tout à l'heure. Bon Cathy, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit séminaire des plongeurs. Séminaire des plongeurs 67. Et ben voilà. Codep 67, séminaire des plongeurs. A tout de suite. Bonjour à tous, merci d'être venus ici dans le code. Donc là on va voir quelque chose qui sort un petit peu de la PD, puisque la mémoire c'est la plongée souterraine, c'est pas dans le cadre de la Fédération française, etc. On est sous une place. Donc après, on nous a demandé de parler de la planification de la plongée souterraine, qui est quelque chose d'assez particulier. On est dans un milieu contraint. Donc vous pourrez éventuellement vous inspirer de certains détails pour la plongée technique avec palier par exemple, ou la plongée sous glace, ou des choses comme ça. Donc on va faire une petite présentation dans des lives ici, comme ça vous savez qui on est. On va parler des contraintes de la plongée souterraine, c'est pour vous donner un petit peu finalement les particularités, les points à maîtriser pour pouvoir faire de la plongée souterraine dans de bonnes conditions. Tout ça, ça va nous amener à finalement le sujet, le cœur de la veuve, la planification. Donc au travers d'un exemple, on a pris comme exemple la deuxième plongée qu'on a fait il y a quelques années, c'est une plongée qu'on a fait ensemble. On va la décortiquer, et là vous verrez effectivement la planification qu'on a mis en œuvre spécifiquement pour cette plongée, qui était en circuit ouvert à l'époque, etc. Vous allez voir tout ça. Et pour finir, on énumère un peu les points à retenir finalement, s'il y a quelques messages à garder, si les éventuellement pour les transmettre dans vos futures plongées, peut-être un peu. À toi, Damien. Alors déjà, ce point de présentation, donc Fabien, Damien. Donc on est plongeur au club de plongée de Célestat depuis de nombreuses années maintenant. Moi j'ai commencé personnellement en 2010. Fabien a commencé au club de Benchpad il y a un peu plus longtemps maintenant. On a, de manière générale, tous les deux, on a toujours été attirés par l'aspect un peu technique de la plongée. On aime bien comprendre ce qui se passe et on aime bien. Voilà, donc on a pas mal d'expérience en plongée de nuit, en plongée profonde, en plongée sur épave, en plongée sous glace. Enfin, voilà, on a fait un certain nombre de plongées. À titre perso, moi je suis initiateur en spéléo classique. Fabien, il a fait beaucoup de vidéos en plongée. Également, on a une expérience en plongée souterraine, moi dans le cadre de la FED en 2012, je crois, Fabien en 2003. Et en 2021, on a décidé de faire une semaine dans le Lot pour plonger en plongée souterraine. Donc, on est effectivement, comme dit Fabien, on est autodidacte, donc on s'est documenté énormément à travers des sites, à travers des personnes qu'on connaît qui ont fait de la plongée souterraine, qui font de la plongée souterraine. Bon, sur des ouvrages de plongée souterraine, comme l'ouvrage de Franck Vasser. En fait, toutes ces évolutions-là, là, au niveau des photos là, qui sont présentées, il y a aussi l'évolution de notre matériel. En 2021, on avait un scaphandre P12 avec 2 S80. Donc c'est à peu près une centaine de kilos de matériel qu'on avait sur le site. On était à la gare de Belfort à ce moment-là. En 2022, on a commencé à se mettre au sidewalls, donc c'est les blocs latéraux. Donc ça nous a permis d'avoir accès à des plongées qui étaient des réseaux qui étaient beaucoup plus intimistes, avec des étroitures. Et puis depuis 2023, on s'est mis au recycleur. Donc là, en termes d'autonomie en gaz, ça nous donne beaucoup plus de possibilités. Et au-delà des possibilités, ça nous donne également
la marge en termes de gaz. Hein. Voilà. Donc on a aussi commencé à faire du propulseur. Donc là c'est pareil, c'est pas pour aller plus loin vraiment, c'est vraiment pour du coup faire moins d'efforts pour aller à l'endroit où vous voulez aller. Donc c'est gagner de la sécurité. Voilà, donc suivant. Donc si on parle de la plongée souterraine, ça impose des contraintes que vous pouvez déjà imaginer pour certains. Donc j'en ai listé quelques-unes. Bien sûr, on est forcément dans le noir. Donc ça nécessite de l'éclairage performant et durable dans le temps avec la redondance. C'est la plongée sous plafond, c'est comme la plongée sous glace où on ne peut pas sortir si on a un problème. Donc les problèmes se gèrent immédiatement et dans l'eau. Il peut y avoir des restrictions. Il y a un petit exemple, c'est l'entrée de la résurgence de marche au pied qui se fait normalement en saline, justement. Donc, il y a 50 mètres qui sont assez tout petits. On ne peut pas se retourner, il faut qu'on avance. Il faut passer 50 mètres à la pleine de la place. Souvent, les durées sont assez importantes. On se balade dans un tuyau, donc on fait qu'avancer. On peut le faire plusieurs centaines de mètres. On va aller jusqu'à 800 mètres de l'entrée dans une grotte. Donc 800 mètres à l'aller, il faut faire les 800 mètres dans l'autre sens. Ça prend du temps, donc il faut accepter d'être enfermé longtemps, il faut avoir l'autonomie en gaz, l'autonomie en matériel, etc. On peut se retrouver dans des endroits avec pas ou peu de visibilité. Des fois, à l'aller, c'est bien, au retour, c'est moins bien parce qu'on a douillé ce qui se passe sur les bords du sol. Hein, les sédiments se mettent partout quand c'est calme. Et bien évidemment, je l'ai déjà évoqué, il faut vraiment avoir de la redondance surtout. Il faut avoir trop de gaz, il faut avoir trop de lumière, il faut avoir trop de ramassement en plus, enfin, il faut avoir tout en trop, parce que quand il me manque un truc, j'aurai un autre en scoop, au pire, je peux encore prendre chez moi. En termes de contraintes sur les plongées souterraines, donc là vous avez l'exemple de trois extraits en fait de l'ordinateur de Fabien sur des profils. Alors voilà, tout à l'heure on parlait des profils de plongée. Ça c'est des profils de plongée, à savoir que les lignes médianes au niveau de chaque capture d'écran, c'est les points de demi-tour. Donc en fait, sur certaines plongées, on a la profondeur maximale au départ, mais on l'a aussi à la fin. Donc ça, c'est des profils qui sont vraiment atypiques. Hein. D'où l'intérêt de consommer et de respirer un gaz enrichi en oxygène. Donc les profils sont imposés par la grotte, donc en fait, effectivement, comme je dis, c'est vraiment la grotte qui dicte notre profil de plongée. Donc nous, on peut faire que de s'adapter à celle-ci. Donc du coup, l'emploi du nitrox, il est justifié. Alors le nitrox pour limiter la saturation et le nitrox pour améliorer la désaturation. Saturation, donc dès le départ des enfants et à la sortie quand on rentre. Donc les incontournables pour la plongée souterraine, donc il y a des choses qu'il faut maîtriser avant d'aller dans la grotte, c'est-à-dire c'est des choses qu'on travaille en amont, en circuit, en open water, c'est-à-dire en gravière, on fait ça à la fois, au travers d'un certain nombre d'entraînements, de tests, d'essais, pour maîtriser tout ce qu'on va voir, et ça se fait en amont et en zone sécurisée. Donc il faut connaître sa consommation. Alors tout le monde parle de consommation, mais la consommation c'est quoi? C'est 20 minutes. Est-ce que tout le monde sait sa consommation personnelle réelle? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous savez exactement en 10 minutes à 20 mètres combien de gaz vous avez consommé? Je pense que la plupart des plongeurs, et moi-même je ne le faisais pas avant, on ne le testait pas. Vous savez, on avait entendu dire, on avait lu que, mais au final, moi, je consomme combien? Et est-ce qu'aujourd'hui, en combinaison étanche, avec 2 blocs sur le dos, ou alors en été avec une petite 5 mm et un petit gilet sur le dos, est-ce que je consomme la même chose? Je ne suis pas sûr. En plongée souterraine, on va aller avec différents équipements en fonction de la configuration et des besoins de la grotte, et ça va générer plus de résistance, plus de masse à traîner, etc. Ça va influer directement sur ma consommation. Donc je l'étalonne. Donc je vais en gravière, je teste avec tous les matériels, avec toutes les configurations, sur des durées et des profondeurs différentes, et là je sais combien je consomme. Comme ça, quand je vais aller faire ma planification après, je saurai la durée à telle profondeur, ça me fait consommer tant et tant de litres par minute. Et donc lui, il le fait, moi je le fais. Et après, on prend le profil le plus restrictif pour déterminer notre planification, puisqu'on plonge ensemble.
La vitesse de progression, donc c'est la vitesse à laquelle je nage, à quoi ça sert? Quelqu'un a une idée? Ça se traduit en temps. Pour faire une distance, on est dans les tuyaux, on avance, il nous faut du temps. Et en plongée, ben, notable ou non sacs, c'est du temps et de profondeur. La vitesse, on s'en fout, mais la vitesse, on la traduit en temps. Donc il faut que je sache à quelle vitesse j'avance. Avec des pales, avec beaucoup de matériel, en sideboat, en recycleur, en P12, avec le propulseur. Donc tout ça, je dois l'étalonner. Donc à chaque fois que je change mon matériel, j'étalonne. Et comme ça, je sais, dans telle configuration, ma vitesse de progression c'est temps, ça veut dire que je mets tant de temps pour aller du point A au point B. Et je peux l'utiliser après dans la planification. L'autonomie de chaque équipement, donc les équipements, ben, les lampes, la durée, le scooter, tout ça c'est des batteries. Donc ça se charge, ça a une certaine autonomie, donc il faut le maîtriser, parce qu'une fois qu'on est enfermé dans la grotte, eh ben, c'est trop tard, on a vu la prise. Quoi. Il faut savoir exactement jusqu'où on peut aller, toujours en se gardant de la marge. Donc je l'étalonne. Donc donc, mon scooter, ben, nous on a fait 3 heures dans la gravière pour torcher la batterie. Quoi. En vitesse 1, vitesse 2, ben, ça va plus vite, mais il faut le tester. C'est pareil, avec plus ou moins de matériel. Les lampes, c'est pareil, on a des lampes, moi j'ai des lampes qui peuvent durer 24 heures, ben, il faut chercher ces 24 heures, il faut le tester. Donc, dans un saut, puis on a une, et puis voilà, on regarde. La maîtrise de la mise en œuvre de tous les équipements. Alors, c'est pareil, on a beaucoup de matériel. On se retrouve maintenant effectivement en recycleur avec encore plus de matériel, plus de tuyaux et de machins dans tous les sens. Donc, quand j'ai quelque chose dans l'eau, dans quelle heure j'enlève les choses, je dois changer mon masque par exemple, quelque chose qui n'arrive jamais, mais il faut d'abord enlever le casque, puis la boucle, puis le masque, et enfin, oui. Donc tout ça, il faut s'entraîner, il faut maîtriser. Où est-ce que j'approche mes choses, est-ce que ça me déséquilibre, etc. Où est-ce que je le range, est-ce que ça ne me gêne pas. Donc tout ça, il faut tester, et pareil, c'est toujours en dehors. Ensuite, on a différents types de plongée, de modes de plongée. On appelle la plongée solo ou solo sociable et en team. Donc ça, c'est plutôt mode anglo-saxon. Donc on est toujours en team, c'est-à-dire on est en groupe, on va en groupe, on s'aide en groupe. La plongée sud-française, c'est plutôt solo parce que souvent, c'est des endroits qui sont tellement petits que même si on est les uns derrière les autres, on peut pas se. Donc on est tout seul. L'autre, il est tout seul derrière moi ou devant moi, mais finalement, on est tout seul pour une partie de la plongée. Donc, tout ça, ça génère finalement l'organisation du matériel, l'organisation de la communication. Donc il faut qu'on décide dans quel mode on fonctionne et qu'est-ce qu'on a derrière. Donc si on communique, on a vu qu'il y a des contraintes, là on est dans le noir. On tient une lampe, donc pour communiquer, j'écris de main, parce qu'avec l'autre main, je vais éclairer ma main par exemple. Donc savoir tout dire avec une seule main, ça veut dire maîtriser les signes à une main. Bon, c'est pas forcément le cas, c'est facile, ça s'en concentrer. L'utilisation d'une tablette de poignet parce qu'on peut communiquer ou un petit carnet si on n'arrive pas à lire avec les mains, on l'écrit tout simplement, puis on l'éclaire, on est le copain. Le touch contact, c'est quand on revient par exemple et qu'on a 12 minutes qu'on ne voit plus rien, c'est touch contact. Donc il y a de la signalisation, il y a des informations qu'on peut se transmettre comme ça, notamment pour ressortir. Ensuite, bien sûr, on parle de fil d'Ariane. Les fils d'Ariane, globalement, dans toutes les qualités dans lesquelles on est allé, il y a un fil principal qui est à poste, et on peut amener dans certains cas nos fils pour faire des compléments, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est du matériel et des techniques qu'il faut maîtriser, donc ça demande aussi beaucoup d'heures d'entraînement. Et il y a des normes un peu qui sont plus ou moins ancrées. Donc c'est l'utilisation du fil, des spools. Donc le spool, c'est un petit truc qu'on a sur nous, on en a un certain nombre, on peut poser des fils, et ça c'est des marqueurs, ça veut dire je suis là, ça veut dire c'est la sortie d'un moment. Donc ça se fixe sur le fil d'Ariane. Et pour finir, ce qui est super important, et ça vaut pour toutes les plongées, je dis, je prévois ce que je vais faire, et une fois dans l'eau, je fais ce que j'ai dit et pas autre chose. Donc, toujours dans les points à maîtriser, donc la planification pour chaque plongée. Donc, chaque plongée, on l'a vu, mais chaque plongée est vraiment particulière et demande une attention particulière. Moi, je pense que sur une réalisation de plongée d'1h30, on va planifier, c'est la première fois qu'on va plonger ensemble sur une grotte, on va planifier, ça peut, une première planification qu'on a pu faire, ça peut 3-4 heures parfois. Donc, vraiment, on n'hésite pas sur la planification. Donc, la planification, c'est quoi le choix de la qualité? Est-ce que la qualité, on la connaît? Est-ce qu'on ne la connaît pas? On a des sites internet et on a plusieurs documentations qui nous permettent vraiment d'avoir le plan
le plan en coupe et en plan développé de la galerie. Ça nous donne déjà une indication sur la profondeur, sur la distance. Pour planifier, c'est super important. Est-ce qu'il y a des restrictions de quelle qualité est le sol? Est-ce que le sol est gazeux? Est-ce que le sol c'est du caillou? Il faut qu'on fasse attention à l'empalmage également. Tout ça, c'est des choses qu'on va prendre en compte. Le matériel dont on dispose, c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais de side-mount. Suivant l'endroit où on va aller plonger, notre matériel, il faut qu'il soit disponible, il faut qu'on ait travaillé ce matériel-là. Donc, effectivement, le side-mount, c'est des heures et des heures d'entraînement pour régler les bouteilles. C'est beaucoup de préparation en amont. Et également l'expérience, c'est-à-dire qu'on va choisir une qualité en fonction de notre expérience. Et alors, je pense que Fabien et moi, on doit être à peu près, on est des jeunes plongeurs souterrains. On doit être à peu près une quarantaine de plongées souterraines actuellement. On est petits. Donc on y va vraiment step by step. Notre credo, c'est ça, on y va étape par étape. Au niveau de la désaturation, donc, quand on va planifier une désaturation en utilisant, alors nous on va utiliser un logiciel qui s'appelle Multideco. Vous allez voir tout à l'heure, Fabien présentera, on va découper justement, Fabien parlait de distance, les distances on les transforme en temps et en profondeur. Donc dans le logiciel Multideco, ça nous permet justement de faire des séquençages des parties de notre plongée à différents moments pour dire, ben voilà, on va passer, bêtise, mais 10 minutes à 30 mètres, puis après on va passer 10 minutes à 20 mètres, aller-retour. Il le détaillera tout à l'heure, Fabien. En dernier, l'utilisation et la création d'un runtime. Toute cette planification-là en amont va nous permettre après de créer un runtime. Le runtime, c'est vraiment notre plan de plongée. On en parlera tout à l'heure aussi avec Fabien, il précisera le runtime. Le plan de plongée qui est super important et on le respecte à la lettre, vraiment. On va paramétrer aussi notre ordinateur. En général, l'outil d'éco, donc le logiciel, on va mettre un conservatisme, donc en général du 80-80, on garde notre facteur si les gens connaissent. Ça nous laisse 20% de marge de sécurité sur le facteur, sur le conservatisme. Et l'importance du briefing avant plongée. Donc ça, c'est des choses, vous connaissez le check à 6 mètres, et le check, pour nous, c'est quelque chose qui est tout le temps. Dans l'eau, vérification des petits matériels, est-ce que tout le matériel est présent sur nous? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est fonctionnel? Les lampes, on les teste pas à l'air libre, on les teste dans l'eau. Parce qu'une lampe qui est mal fermée, voilà, on ne peut pas se permettre de partir si on a un matériel qui est défectueux. Ou alors on va revoir notre plan de plongée à ce moment-là. On teste le petit matériel, on teste le scaphandre, tous les éléments du scaphandre, ou le recycleur, ça dépend de ce qu'on va utiliser. On se définit aussi qui fait quoi, quel est le rôle et la place de chacun pas dans la palanquée, mais dans la team, quel est le rôle et la place de chacun. On peut décider, Fabien est devant, moi je suis derrière. À un moment donné, Fabien a un problème de lampe, sa lampe primaire elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne plus. Et Fabien il va rester devant parce que oui, il va rester devant, moi je vais être derrière pour l'éclairer. C'est des choses un petit peu à avoir en tête. Le what if, qu'est-ce que je fais si jamais? C'est pareil, voilà, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, et c'est ça, c'est le what if, c'est vraiment qui fait quoi et qu'est-ce que je fais si jamais. Et on va se rappeler, on va réduire éventuellement les objectifs si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité, on va pouvoir réduire l'objectif. Il y avait juste encore un petit truc là, concernant la réserve de gaz. Donc il y a une marge de sécurité gaz, en particularité en plongée souterraine en circuit ouvert. On va pas dans ce là. En général, on a un certain nombre de bouteilles, souvent 4. Vous voyez quoi, quand on est circuit ouvert. Un quart de chaque bloc est consommé jusqu'au plus loin de la plongée. Un quart. Donc, il ne faut pas tout prendre dans un bloc. On a un certain nombre de blocs, des nitrox, de l'air, etc. On se débrouille dans notre profil de plongée pour qu'au plus tard, au plus loin, on ait consommé maximum un quart de chaque bloc. Et on ne dépasse pas ça. Un quart pour le retour. Et 50% en plus.
Donc ce que vous pouvez garder en tête, par exemple pour les plongées tech, plongées avec beaucoup de saturation et donc de la glucose, en circuit ouvert sur un milieu ouvert, genre en mer, un tiers descente plus fond, un tiers plus remontée plus déco, et un tiers en plus. C'est une bonne base si vous ne voulez pas calculer des trucs complètement délirants, mais voilà. Donc c'est pour s'inspirer un petit peu de ici. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on part sur un exemple. Donc c'était notre deuxième plongée ensemble en 2021. Donc c'est dans le Lot, à Saint-Georges. Donc particularité de cet endroit, donc on rentre ici, à gauche, on descend directement à 29 mètres à moins de 100 mètres de l'entrée, là, à 50 mètres de l'entrée. Et après ça remonte à 20 mètres, et ensuite là, toute cette zone-là, elle est entre 15 et 10 mètres. Et à 400 mètres de l'entrée, on se retrouve en surface, dans une grande salle qui fait 55 mètres de haut, avec du gaz respirable. Donc c'est une sécurité. Donc on a choisi aussi ça parce que dans notre première plongée, on sait que là, quand on est au milieu, on est à un maximum de 200 mètres de l'air. Donc c'est pas mal aussi. Et quand on repart, et ben on repart, et là, au milieu, on est maximum de 200 mètres d'une sortie. Donc c'est assez sécurisant pour le psycho. 200 mètres, si on fait 10 mètres minutes, ben voilà, quelques calculs, c'est pas très long, et etc. Ensuite, en particularité, donc il n'y a pas de restriction. Profondeur maximum 29 mètres juste près de l'entrée, et c'est notre première plongée dans la cavité. Cette plongée, on l'a réalisée en circuit ouvert avec un bidou sur le dos, 2 S80 de chaque côté remplis avec des différentes props. On avait au total environ 7 mètres cubes de gaz sur nous. L'idée, c'est de consommer maximum la moitié. Et plusieurs heures d'éclairage par personne, donc la lampe principale et 2 ou 3 lampes supplémentaires qui toutes ont l'autonomie suffisante pour faire la tour. Et pas de scooter à l'époque. Voilà. Donc toujours ce profil de Saint-Georges. Donc vous voyez là, on a sur les slides le profil. C'est surtout la petite slide là qui est là, tu peux le carrer. Voilà. Donc comme tout à l'heure, au milieu de la slide, c'est là quand on est au lac, voilà, dans la salle d'abord. Donc en fait c'est un profil qui est un profil classique à l'aller, c'est en l'air, et c'est un profil inversé au retour. Sachant qu'on a passé à peu près 4 minutes dans la salle d'avant. Voilà. Donc, de ce fait, on parlait tout à l'heure de l'Antoine Nitrox, et bien, on a utilisé le Nitrox. Alors, pourquoi le Nitrox? Alors, un Nitrox a différents, là, c'est pas bien en train de noter, différents Nitrox à différentes profondeurs. Le Nitrox pour améliorer la fin. Diminuer la saturation à l'entrée. Et là, la partie profonde, et augmenter augmenter notre sécurité lors de la désaturation. On a fait le choix de consommer de l'air dans la profondeur qui était un petit peu moins importante, entre 7 et 15 mètres. Donc les profondeurs sont moins importantes, la saturation est normalement moins importante. On aurait pu faire le choix d'être 31 tout le temps, mais après il y a un coût entre guillemets économique, et puis aussi vider un bloc 2 fois 12 litres d'air pour le remplacer par du 31%. Faut voir aussi les plongées qu'on fait par après. Le lendemain on faisait d'autres plongées, on était plus profond, donc le 31% avec lui ça n'allait pas, donc on a fait ce choix-là. Donc ce choix-là, on l'a fait, effectivement comme Fabien disait tout à l'heure, 50% des réserves, toutes nos réserves de gaz, que ce soit la S80 à gauche, on avait le 31, on a utilisé un quart à l'aller, un quart au retour. Le mi-bouteille, un quart à l'aller, un quart au retour, la moitié de nos réserves de gaz. Et dans le bloc de 50% à droite, de la même manière. Donc, ce qu'on appelle la technique du plongée de quart. Oui. Donc maintenant on rentre vraiment dans le cœur de la rue, la planif en tant que telle. Donc on vous a parlé tout à l'heure de décortiquer le profil de la plongée, donc ça c'est l'aller, ça c'est le retour. Finalement on va traduire ça en durée de profondeur. On fait des pavés, on le zone. Donc on a une première zone à cette profondeur avec une certaine durée qui représente le début du profil, etc. Et donc là on découpe ça en durée profondeur. Donc on a nos cubes, durée profondeur. On a étalonné
la distance qu'on a transformée en temps dans ce tableau. Du coup, on a un tableau avec différentes profondeurs et temps. On le met dans notre multi-déco, notre logiciel sur le PC. Et là, on fait des simulations. On n'en fait pas une, on n'en fait pas deux, on en fait 5, 6, 7, ça dépend. Avec différents gaz. Les gaz, on ne les a pas encore, on va les choisir en fonction des besoins. Notamment le nitrox. Et du coup, on fait des simulations pour trouver le meilleur compromis entre les gaz qu'on peut avoir, les volumes des blocs qu'on a, ça c'est imposé, la durée totale de la plongée, la sécurité qu'on veut mettre derrière, voilà. Ensuite, donc, on fait une simulation et on trouve quelque chose qui nous convient mieux. Ensuite, on prend 2 ordinateurs, on fait des simulations, on rentre les informations dans l'ordinateur, on rentre les mêmes paramètres des gradient factors, etc. Et en plus, le logiciel, il nous calcule, il est magique, il nous calcule aussi la conso. Parce qu'on va lui donner notre conso la plus importante des deux, etc. Donc tout ça, ça nous permet finalement de sortir un runtime. Donc ça, c'est quoi? C'est un truc qu'on a sur le bras, qu'on a écrit, ça fait 10 cm sur 8 à peu près, ou un peu plus. C'est sur une ardence des poignets, donc sur un truc qu'on écrit. Donc on a une colonne temps, le trait au milieu, c'est là, c'est la moitié de la plongée. Donc on part 2 minutes, 18 mètres max, 200 bars. En fait, je change parce qu'en fait, il y a plus que 200 bars, c'est la pression dans la bouteille, 2 litres 50 et la distance parcourue. Donc en fait, quand j'arrive à une de ces 3 premières valeurs, je change, donc je passe au litre 31 pendant 15 minutes, etc., jusqu'à soit la pression de la bouteille en question, soit la distance parcourue. Il faut savoir que le long du fil variable, des fois, il y a des repères, des distances, par rapport à l'entrée. Donc on se repère en temps, ou on se repère par rapport aux indications, ou par rapport à la topo qu'on a mémorisée. La vue du dessus notamment, ou la vue en coupe, nous donne aussi des informations de distance. Donc on a par exemple un virage, ou une montée, une descente, enfin voilà, ça c'est mieux en 3D. Hein. Donc on prend des repères qu'on va retrouver dans l'eau, peut-être, si on est bon, pas toujours malheureusement, etc. Donc ça c'est notre tableau de bord, donc c'est notre runtime, pour ceux qui font des plongées aussi, prémix, tout ça, ils connaissent bien le sujet. Donc on établit ce runtime et on y va. Donc notre runtime c'est finalement notre plongée et il faut qu'on s'y tienne. On a dit tout à l'heure, on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Grâce à ça, on a la sécurité qui est dedans. Pourquoi? Parce qu'on a 50% de gaz en plus, on a des gradients de facteurs, etc. Donc la marge de sécurité, elle est déjà intégrée. Si on suit notre plan, on est bon et en plus on a pas mal de marge de sécu, en termes de DSAT comme en termes d'autonomie en l'air. Et ça nous permet d'avancer et de faire les choses dans d'autres conditions. Et du coup, on part, et là, ça c'est la traduction de la réalisation de la plongée. Donc on voit qu'on a changé les bouteilles là, on a changé là, on a changé là. Ensuite on est passé en surface, on a rechangé là, on a rechangé là, on a fait la petite pointe dans la sortie là, et puis là on est remonté, là on a fait des paillettes en plus. Voilà. Et là on voit les différents, on a pris du nitrox ici, ensuite de l'air, de nouveau du nitrox, bon c'est les 2 nitrox différents là. Et ensuite on a repris l'air au retour au niveau du nitrox. Et là on voit les informations de tout ça. Voilà. Juste apporter une précision sur la salle. Le runtime va nous donner à 4 mètres 5 minutes. Donc en utilisant les gaz. Si on avait utilisé de l'air, on avait pas loin des 20 minutes de reste. Donc les points à retenir. C'est bon, on est à la boue. Les points à retenir, donc par rapport au gaz, donc là on reprend un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. L'importance d'étalonner sa consommation en fonction du matériel. Alors on étalonne sa consommation, le matériel, effectivement, si on a un monoéquipement volumineux, on va risque de consommer plus. La vitesse de progression c'est pareil, si on va palmer plus vite, on va consommer plus. Donc c'est vraiment un joyeux mélange. Il faut vraiment trouver la part des choses par rapport à tout ça. Mais c'est à étalonner. En général, on étalonne avec notre configuration en open water à la Gradoire du Fort, pour ne pas citer, puisque c'est notre site de plonge. Les marges de sécurité, un quart. Donc, quand on est en circuit ouvert, on plonge un quart, technique du quart, donc un quart aller, un quart retour et la moitié des réserves en sécu. Au niveau de la désaturation, on fait des essais comparatifs. Ordinateur, logiciel.
un ordinateur, ça doit être pris comme il est, le logiciel doit être pris comme il est. C'est donner une indication. Ça ne traduit pas ce que j'ai dans mon corps. Si je suis fatigué, voilà, c'est ainsi. On teste plusieurs profils par rapport au gaz. Toujours avec une marge de sécurité, on se lève de la sécurité. En général, on a une vitesse d'avancement, Fabien et moi, à 10 mètres minutes. Souvent, on est plus près de 12, ça dépend de notre configuration, on est plus vers 12 à 15 mètres minutes, de 10 mètres minutes, et ça nous laisse de la marge. On se laisse de la marge. Par rapport à l'environnement, on va décider de ce qu'on va faire. On cherche toujours l'information. L'information peut changer. Quand on a un site, on va dire où les conditions de l'eau sont bonnes, pas trop de courant, ça peut changer du tout au tout. C'est important d'aller chercher les informations et de se renseigner auprès des sites internet, de se renseigner auprès des personnes qui vivent sur place aussi. Et savoir renoncer ou réduire les objectifs si les conditions elles sont pas bonnes, on pense qu'elles sont pas bonnes. Toujours en rapport avec son expérience et sa propre expérience. Step by step. Et pour finir avec les points à retenir, donc connaître ses limites et celles de son binôme, parce que des fois on emmène l'autre, mais on sait que on peut lui forcer, donc il faut se connaître et se connaître personnellement. Ses limites psychologiques, ses limites physiques, ses limites en tout. Savoir renoncer et rester humble, hein. Effectivement il peut y avoir des choses qui changent. Et la boîte elle part pas, l'eau il y en a toujours dedans. Demain, c'est dommage. Hein. On a déjà changé des fois notre fusil d'épaule. Hein. La surveillance, la communication, on en a parlé. Le matériel, donc on l'a dit, hein, maîtriser parfaitement tout son matériel. On rentre dans des équipements qui sont un petit peu des fois confus. Quand quelqu'un nous regarde, ils font des grands yeux. Pour nous, il faut pas que ce soit confus. Adapter les réglages aux besoins du jour, donc chaque plongée est spéciale, chaque plongeage nécessite une réflexion sur l'intérieur du matériel. Qu'est-ce que je prends? Comment je le mets? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas? Ce qui n'est pas, j'ai pas besoin, je ne le mets pas. Et dans le savoir-faire, on l'a dit, il faut y aller step by step, il ne faut pas cramer les ailes, et surtout il faut ancrer les choses, c'est-à-dire on a un nouveau truc, on essaye à la carrière, on essaye une fois, 3 fois, 5 fois, différemment, machin. Et on y va. Si on a des procédures d'apprentissage, on a une formation, forcément il y a des procédures, on n'a pas, et ben on les révise tout le temps, toute l'année, on n'arrête pas. Et s'entraîner de toute manière, situation de sécurité, c'est ce que je viens de dire. Et puis voilà. Donc merci de votre attention.